ladies and gentlemen. Thank you very much for making time for this conversation. It's a fairly important one on things that are keeping some. Donc, il y a des thématiques qui font que nous restons éveillés la nuit. Quand on parle de questions de dette, d'inflation, de volatilité de la monnaie, accès au dollar, la dédollarisation, tout ça, ce sont des conversations qui sont en vogue. Et nous allons aborder tous ces sujets dans les détails aujourd'hui, dans quelques minutes, avec mes panélistes émérites. Mais pour pouvoir le faire, j'aimerais inviter Aurélien Mali de Moody's pour planter le décor sur ce dont nous allons parler aujourd'hui. À vous. Bonjour. Je sais que c'est pratiquement la dernière session et comme le modérateur a dit, c'est important d'aborder cette thématique. Donc nous avons une présentation et je vais essayer de faire avancer les diapos. Donc, j'aimerais démarrer par cette présentation de 8 minutes qui sera très rapide, mais il est important de planter le décor. Donc, la dette sur le continent est à des niveaux que nous avons vus tôt dans les années 2000, où nous avons eu cette initiative de réduction de la dette qui ont été mises en œuvre et qui ont réduit notablement les dettes africaines à 30%, donc de 60 à 30% dans les eaux de 2010. Donc à cette époque, il était possible de le faire car les créditeurs n'étaient pas variés et on était environ on sait qu'à 60% de dette, ça devient pas intéressant. Alors, cette durabilité de la dette est de retour sur la table de discussion parce que nous nous retrouvons encore à 60%, mais la situation est encore plus difficile maintenant parce que nous avons une diversité de créditeurs qui prennent en compte ces solutions qui ont été abordées initialement, mais il y a aussi des problématiques sur les besoins en liquidité, sur les périodes de primes et qui sont appréciées au niveau du marché international. Vous savez que 60% des pays africains sont positionnés dans ceux qui sont à haut risque de dette. Donc, nous avons noté plus de 330 pays au niveau de Moody's et il y en a qui se retrouvent dans une catégorie très à risque. Alors, le sujet est très important pour nous. Maintenant, quand nous regardons l'Afrique, quand nous regardons les finances publiques de l'Afrique, elles sont considérablement détériorées. Et ces deux diapositives nous permettent de voir à quel point cette détérioration est importante. Donc, depuis la Covid, vous avez la barre rouge pour illustrer la situation en Afrique et vous voyez que on a l'impression que le déficit va demeurer élevé pour une période beaucoup plus longue et je vais aborder cette question un peu plus tard pour vous expliquer pourquoi ces déficits sont importants au niveau de l'Afrique. Et ensuite, vous avez la barre rouge qui montre les pays africains et vous allez voir que sur une période de 10 ans, ce taux est passé de 4% des revenus à plus de 12%. Et ça, ce n'est que moyen. Donc 12%, c'est très élevé. Cela signifie que plusieurs pays africains dépensent plus sur le service de la dette que sur l'éducation ou sur d'autres dépenses importantes. Et ce qui est important aussi à noter, c'est que nous avons
laisser d'autres régions comme la TAM ou les économies avancées. Donc, ceux qui sont tout en bas, vous pouvez constater que pendant la crise que nous avons vécue pendant ces 2 dernières années, ils ont augmenté leur déficit, mais le coût de la dette a baissé. Et c'est là où il est important de comprendre que les chocs que nous avons eus, comme la Covid, les chocs inflationnels, sont importants. Cela a augmenté la dette parce qu'aujourd'hui, les gens empruntent à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Alors, j'ai mis deux présentations sur les vulnérabilités extérieures car il est important de comprendre que les chocs qui se sont passés ont détérioré la vulnérabilité extérieure de plusieurs pays. Donc, à gauche, quand vous regardez l'Afrique, c'est ce petit point rouge. On a l'impression que les chocs n'ont pas vraiment changé. Quand vous regardez, en fait, le delta du déficit avant 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que cela n'a pas bougé, mais vous avez une histoire totalement différente lorsque vous examinez pays par pays. Les pays qui exportent le plus ont des surplus de delta qui sont positifs, mais plusieurs pays ont des deltas qui sont négatifs en ce moment. Cela signifie qu'ils ont besoin de plus de financement externe. Il y a donc beaucoup de pression sur leurs réserves pour financer ces déficits du fait des chocs qui ont impacté leur position externe. Quand vous regardez l'inflation, c'est la même. À droite, notamment, vous voyez un niveau d'inflation qui, en termes de delta, se retrouve, en termes de variation, est à 6 à 7% plus en Afrique qu'avant. Donc cela signifie que cela explique cette persistance de pression qui explique pourquoi ces déficits sont difficiles à gérer parce que les gouvernements essaient de protéger les plus vulnérables. Alors, ils suppriment certaines taxes énergétiques ou les subventions augmentent et cela explique cet élément de risque social que les gouvernements doivent prendre en compte et pourquoi les déficits sont beaucoup plus difficiles à gérer dans ces environnements. Donc malheureusement, au moment où nous constatons cette situation, nous avons des déficits fiscaux plus élevés et des besoins externes beaucoup plus importants. Et c'est là où le marché international est beaucoup plus difficile à accéder. À gauche, nous avons une liste de pays qui ont émis des eurobonds pendant les dernières décennies lorsque les taux étaient comprimés et ces eurobonds, enfin ces bonds arrivent, ces obligations arrivent à maturité et en même temps, quand nous regardons le graphique qui est à droite, nous constatons en rouge la prime de risque de la souveraineté africaine qui augmente, mais on se rend compte que cela diverge de celle des pays émergents. Vous voyez en bleu la moyenne LATAM, en vert le référentiel sur 10 ans des États-Unis. Cela veut dire que le marché prend en compte les risques, enfin fixe ce risque a un risque très élevé et il est très complexe pour les pays de pouvoir sécuriser des liquidités externes et les obligations qui seront à maturité dans les prochaines années vont devoir être payées si les pays demeurent sans pour autant avoir accès au marché international. Donc, je voulais expliquer un peu tout ça pour dire que cela nous emmène à nous poser un certain nombre de questions et je pense que pendant le panel, nous allons chercher à répondre à cela. Notamment, nous allons voir comment garantir que, à moyen terme, la gestion des finances publiques s'améliore.
Et ça, c'est un élément important parce que c'est seulement à long terme que nous gérons nos financements, nos crédits. C'est quand on a un plan à 5 années, quand on sait comment est-ce qu'on déploie nos investissements et nos projets stratégiques. Et aussi, nous augmentons nos revenus de manière efficace. En plus de cela, vu la situation actuelle, il est important d'innover pour soutenir les plus vulnérables qui sont en proie à des difficultés de levée de financement externe. Ça peut être une partie de la solution, mais je pense qu'il faudrait développer le marché de capitaux local qui notamment prendra forcément du temps à être fait, mais la structuration de cet environnement est un peu plus préoccupante aujourd'hui. Donc, dans la région notamment, sachez qu'il y a des raisons pour lesquelles nous devons parler de la restructuration de la dette souveraine. Je vais m'arrêter là. Donc, je vous invite à rester car vous allez faire partie de notre panel. Je suis Raman Yang, je suis un journaliste économique du Kenya. Je travaille pour Bloomberg et j'aimerais inviter nos panélistes à nous rejoindre pour cet échange. Professeur Carlos Lopez, je pense que vous êtes un peu comme une star de rock dans le domaine académique. Professeur Carlos Lopez, de TCX Investment Management, nous vous invitons. Mustafa Sow, le CEO de SF Capital. Et enfin, une personne dont je n'envie pas la position, BBM Selassie, le responsable Afrique du FMI. Okay, let's start with a relatively... Donc, nous allons commencer avec une question d'ordre général. Je pense que l'avant-dernière diapo nous a permis de parler de certains sujets et nous étions préoccupés par le paiement des eurobonds qui ont été à maturité en 2014-2015, bon, je le dis ainsi. Aussi, il y a eu un défaut de paiement du Ghana, de la Zambie et tout, mais au-delà de cette vague de repaiement qui devait être payée en 2014-2015, est-ce qu'il y a d'autres dettes souveraines dont nous devons nous préoccuper, professeur? Ben, écoutez, je ne veux pas être en désaccord avec Aurélien, mais l'évaluation partielle que nous avons s'observe car on constate que cela protège ceux qui croient aux agences de notation, surtout en les notations que ces agences font. Et certains ont une vision négative de certains développements parce qu'en fait, cela crée une image de difficulté en Afrique. Il n'est pas forcément important pour un pays d'avoir une croissance au-delà de 5% pour avoir la liquidité. Vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, si vous ne l'avez pas, cela aussi n'a rien à voir avec les éléments qui traitent de l'efficacité locale qui est nécessaire. Et alors, il faut augmenter la pression fiscale, il faut faire tout ça. Mais nous devons être d'accord sur le fait que plusieurs choses se sont passées en 2019 et cela a été provoqué par des chocs exogènes. Et il est assez clair que, comme cela a été présenté par Aurélien, parce qu'en 2019, la position de l'Afrique face à ces difficultés était différente de celle qu'on a aujourd'hui. Et la raison derrière, c'est que lorsque vous regardez la dette, la crise de la dette souveraine, elle est mondiale, elle n'est pas africaine. Vous avez 86 millions de milliards de dettes dans le monde, selon les règlements internationaux. Vous avez des dettes
cachés qui sont très élevés et qui sont aussi dénominés par des institutions non bancaires. Et si vous regardez la dette africaine, écoutez, nous parlons seulement de 877 milliards. Et quand vous regardez le PIB, c'est un revenu, c'est un montant qui est ridicule. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, nous n'arrivons pas à faire face à la dette, au service de la dette. Et en dépit d'avoir le soutien du FMI et tout, je disais à mon ami qu'il faisait un bon boulot pour pouvoir relever autant que possible le taux d'emprunt fait par le FMI. Et nous parlons de chiffres qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Cela n'a rien à voir avec les performances macroéconomiques. Car si vous regardez les indicateurs, si on fait une comparaison avec l'Ukraine, vous savez, où nous sommes, l'Ukraine a déjà reçu 53 milliards comparé aux 59 que nous avons eu pour tout le continent pendant la pandémie et la crise russo-ukrainienne. Donc vous voyez que nous ne sommes pas traités de manière équitable et cela n'a rien à voir avec le fait que nous avons des indicateurs macroéconomiques vulnérables. Mais écoutez, c'est vrai, parce que si vous regardez la variation, si vous regardez les courbes, elles sont provoquées par des chocs exogènes. Et le problème, c'est que l'Afrique n'a pas accès à la liquidité que les autres, dont les autres bénéficient. Écoutez, donc pour parler de la perspective du secteur privé, qu'est-ce qui vous inquiète concernant la dette africaine? Est-ce que nous devons être préoccupés au-delà des eurobonds? Écoutez, il y a plusieurs problématiques, mais j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur les chocs exogènes, parce que c'est l'élément clé. Et lorsque vous regardez la durabilité des dettes africaines aujourd'hui, le fait que c'est un problème, c'est que, enfin que ce n'est pas un problème, c'est aussi qu'il faut savoir comment nous voulons que cette gestion des finances publiques soit améliorée. Et l'Afrique n'a pas l'option de mieux gérer cela parce qu'elle se retrouve face au service de la dette. Donc 53% de la dette est en dollars ou en euros. Cela n'a rien à voir avec ce que vous avez en naira ou en shillings. Donc le problème clé ici, c'est que dès qu'il y a un choc exogène, notamment Covid, invasion de l'Ukraine, la crise du logement aux États-Unis, tout le monde va perdre en fait ses financements, y compris l'Afrique. Donc c'est lorsqu'on se retrouve dans cette situation, le service de la dette en monnaie locale pour les pays africains augmente significative. Et lorsque cela arrive, les agences de notation diront, écoutez, il y aura un problème, donc il faut donner une note faible et on va se retrouver à prendre des dettes en dollars. Donc, lorsqu'on se retrouve dans une situation pareille, il y a une série d'événements qui démarrent et qui nous envoient à des défauts de paiement pour certains pays. Et nous pensons qu'il y a des solutions. Je pense que vous pouvez peut-être payer en dollars, en euros et autres, mais vous aurez besoin de faire attention aux risques parce que ces différentes situations peuvent être faites de sorte à permettre aux pays africains de payer selon leur taux d'intérêt propre. Donc, le risque au niveau du dollar doit être concentré ailleurs. Donc, nous aurons une solution dans peu de temps. Moustapha, qu'en pensez-vous avant de passer la parole au FMI? Donc, si vous regardez le niveau de la dette, la demande a été vraiment élevée. Le Ghana est un exemple pour avoir été l'une des économies la plus performante en Afrique, mais le problème qu'il rencontre, c'est certains risques. Et cela nous emmène à poser la question du rôle des institutions comme le FMI dans sa manière d'aider les pays africains. Donc, tous les pays africains se retrouvent dans un même panier et c'est problématique. Pourquoi je le dis?
Quand vous regardez la dette externe, la politique qui a été mise par le FMI concernant la dette externe a été solidifiée. Et si vous êtes le Nigeria ou le Ghana et que vous empruntez en dollars et que la Côte d'Ivoire ou le Sénégal empruntent en euros, ils ont le même traitement. Et pour moi, cela n'est pas juste. Écoutez, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire et le Sénégal utilisent le CFA qui est soutenu par l'euro. Donc, si vous achetez en euros, vous n'êtes pas exposé au même risque que ceux qui achètent en dollars. Donc, quand vous les mettez tous dans le même panier de politique, vous pénalisez les autres. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation pareille, sachez que ça sera un problème important. Et aussi, il faut regarder la BOAD, qui est une banque régionale qui appartient à 100% à ces 8 pays. Et maintenant, le FMI dit au gouvernement, si vous empruntez avec la BOAD, ce serait comme si vous empruntiez en dollars ou en euros. Et la BOAD offre des emprunts en monnaie locale. Donc, quand vous ajoutez tous ces décideurs, quand vous les mettez ensemble, vous pénalisez ces gouvernements. Et ce sont des points qui augmentent la pression car vous les poussez vers le marché local. Nous savons que les banques locales ne sont pas liquides pour soutenir l'infrastructure. Et ce qui va se passer, c'est que si vous voulez construire des routes, vous allez vous retrouver à prendre un prêt de 2 plus 5 ans à un taux de 7 à 8%, c'est la réalité, comparément à avoir un financement en CFA qui pourrait vous donner la joie de profiter d'une dette, enfin de 5 à 10 ans pour pouvoir rembourser votre dette. Donc, concernant ces problématiques existantes comme la guerre en Ukraine ou la Covid, voilà, ce sont des points importants. Alors, votre point de vue sur, bien sûr, regardons le secteur privé et aussi comment, par rapport à être focus, concentré sur l'économie africaine. Alors, pour cette contraction, comment pouvoir aider à réglementer ou à implémenter voilà, le marché africain? Aussi par rapport aux services domestiques que nous rencontrons par exemple en mettant en lumière l'exemple du Ghana. Alors, je crois que je vais pas ajouter grand-chose avec ce qu'ils ont dit déjà, mes copanélistes. Mais en fait, si je dois avoir une réaction par rapport à la présentation, je pense que j'ai quand même quelques points de réponse à mettre en lumière sur ces points-là. Alors, je pense que quand nous parlons, ou quand j'ai lu, bien sûr, ou quand j'écoutais Aurélien tout à l'heure, nous parlons donc de conditions financières fiables ou durables, ou comme il parlait aussi de l'incrémentation des dettes de pays africains. C'est historique, je pense. Nous devons penser à d'abord comment réagir. Ce qui est très important, c'est de comprendre la situation des dettes. Voilà, de tous ces pays. C'est pas vraiment lié au développement des pays africains, mais il faut qu'on ait un œil sur l'évolution de ces dettes-là. Et déjà, nous devons mettre beaucoup d'attention dessus et puis reconnaître que tous ces pays-là peuvent se retrouver dans une situation meilleure, bien sûr, avoir une qualité institutionnelle plus claire, on peut avoir une croissance économique bien plus importante que ce que nous avons aujourd'hui, mais nous devons faire face à cette implémentation, cette poussée voilà, de dette là, qui continue et qui met notre économie ou les économies africaines en danger. Si nous regardons seulement du côté des dettes, nous allons reconnaître vraiment que c'est pas vraiment appréciable et que ça nous met dans une situation qui nous pose le problème de manière assez importante. Je pense que les points clés que nos pays africains doivent
revoir, c'est de pouvoir être capable de pouvoir travailler à réduire le taux d'incrémentation de ces dettes-là. Et c'est ça le vrai défi aujourd'hui. Et comment pouvoir entraîner la hausse de ces coûts-là et pouvoir revenir à une stabilité, on va dire, économique. Et quand nous regardons, bien sûr, l'historique, on va dire, de ces marchés-là, de ces capitaux intérieurs qui sont développés, nous comprenons que nous avons une diversité vraiment accrue et que les émetteurs sur ce continent font en sorte que les marchés des capitaux intérieurs sont un peu sous-développés. Mais aujourd'hui, l'Afrique, il y a de l'espoir. Nous pouvons encore booster nos économies. Et si on procède dans cette lignée-là, dans cette lancée-là, on peut relever certains points économiques. Mais je pense que ce qui est fondamental aujourd'hui en termes de conditions financières fiables, durables, hein, c'est Alors, ce que je pense. Est-ce que tu crois que ça peut être réglementé? Ouais, je pense que tout de suite, nous pouvons faire une distinction bien claire de ces différents points. Est-ce que les gouvernements sont en train de faire ou qu'ils essaient de renforcer en fait les réformes pour pouvoir relever et pouvoir tenir sous contrôle ces dettes-là? Mais ce que moi je pense, c'est que ce qui est relevant, c'est de pouvoir structurer, on va dire, les financements, structurer bien sûr cette instabilité-là et pouvoir aider à stabiliser voilà ces inclusions financières-là, bien sûr. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment un gros challenge auquel l'Afrique fait face aujourd'hui. Et si je veux revenir au point si je veux revenir au point des financements publics, hein, bien sûr, en Afrique, qui sont considérablement détériorés, je pense qu'on doit penser à une croissance viable et durable, hein, bien sûr. Et je pense que c'est vraiment sur ce point-là que nous devons nous préparer, nous devons nous entraîner à penser clairement à des solutions par pays et trouver des solutions relevantes pour chaque pays, parce que chaque pays a ses réalités et donc chaque pays est affecté différemment de l'autre. Donc je pense que par rapport à ces dettes aujourd'hui, nous devons penser à nos fonds refuges. Nous ne sommes pas fixés sur comment avancer ou sur le dollar ou sur l'euro. Nous devons penser au crédit de la population, de la communauté et des crédits domiciliés, voilà, sur chaque pays. Et puis penser aussi à externaliser, voilà, ces différents points-là. C'est ce que je voudrais dire. Alors, je crois qu'un autre point très important dans la présentation d'Aurélien, c'était en fait de noter, bien sûr, par rapport au point que la Banque mondiale nous a fait, c'est de faire, nous devons d'abord implémenter et comprendre les taxes qui nous sont réservées. Et par rapport au continent, ces inflexions-là, par rapport à comment traiter, bien sûr, ces taxes-là. Et bon, on est en train de parler ici entre entrepreneurs, hein, entre chefs d'entreprise. Ce qui doit être important, c'est de savoir combien on dépense et combien nous pouvons implémenter ou apporter en plus à ces emplois-là et comment penser économie, comment penser à relever et pouvoir gérer aussi, entraîner une stabilité économique plus claire. Enfin, on parle aujourd'hui, il y a de 10 à 20 ans, bien sûr, on ne pensait pas à une incrémentation pareille en Afrique. Aujourd'hui, est-ce que on doit penser à implémenter ou à inclure les taxes de pays ou bien on doit repenser économie globale? Alors, je pense que aujourd'hui, ce qui est important, nous avons parlé tout à l'heure du Kenya, hein, mais c'est aussi le cas de d'autres pays. Alors, aujourd'hui, il faut penser à épuration de taxes. Voilà. Aujourd'hui, il faut penser à épuration de taxes. Il faut voir 20%, 10% de taxes en moins pour pouvoir rendre plus intéressant, bien sûr, les investissements économiques. Et je pense que ce qui arrive aujourd'hui dans le secteur économique, c'est qu'on commence à changer de mentalité. Et les taxes aujourd'hui sont aussi un point qui permettent de structurer certains aspects économiques. Et donc, c'est vraiment un grand
grand point sur lequel nous discutons et qui concerne bien sûr toutes les grandes entreprises. Et ça doit être mis en place et nous devons voir sur certains aspects comment implémenter, comme par exemple au Kenya, ou voir comment ils ont pu gérer ce problème de taxes-là pour permettre donc aux investisseurs d'être plus à l'aise, bien sûr. Je pense que nous pouvons générer sur le PIB, hein, bien sûr, sur certains pays, trouver une solution à ce problème-là. Et vous pensez que le problème est plutôt basé sur l'informalité? Je ne suis pas vraiment sûre, mais je pense que l'informalité est aussi un gros point. Mais ça, certainement, c'est un point majeur et ça agit beaucoup sur la décision. Mais ce que je voudrais répondre, c'est que le PIB a un point relevant par rapport à ces taxes. Nous avons beaucoup de populations aujourd'hui qui ne payent pas de taxes, bien sûr. Et il y a des pays où ces populations ne paient pas les taxes et on demande de plus en plus aux entreprises, aux compagnies de payer plus de taxes. Donc, quand c'est comme ça, bien sûr que ça pose problème. Et quand on demande plus de taxes, bien sûr, il faut qu'on ait derrière un accompagnement en financement aussi à la même échelle, bien sûr. Mais nous savons que les financements soutenables ou ces financements, conditions de financement viables et durables permettent donc et donnent la possibilité à ces entreprises-là de pouvoir agir et avoir un impact positif, bien sûr. Et ce que nous pouvons faire, c'est que nous devons nous rassurer que chaque pays a la possibilité d'être résilient et résilier aux taxes et de préparer à gérer le problème des taxes là. Alors, qu'est-ce que vous en dites, professeur, par rapport aux taxes, ou comprendre exactement d'où sort vraiment les financements et cet argent? Alors, je pense qu'il y a 3 éléments que nous devons bien sûr inclure. Le premier point, c'est que nous avons bien sûr des acomptes nationaux et voir que l'évolution de l'économie dans chaque pays nous permet donc de pouvoir gérer, on va dire, de structurer l'économie sur des conditions bien précises de financement. Et quand on voit le nombre de pays qui est en difficulté devant la dette nationale, bien sûr, on se rend compte que c'est vraiment dramatique parce que voir les pays comme le Nigeria aujourd'hui en difficulté devant la collecte de taxes ou bien se voir la différence entre le pays comme le Kenya, ben voilà, on se rend compte que c'est des gros challenges par rapport à ces pays-là sur l'économie. Et nous devons voir comment pouvons-nous faire pour pouvoir incrémenter le PIB ou penser à avoir, par exemple, 60% d'impact économique sur l'Afrique. Et le deuxième élément pour moi, c'est comment nous pouvons développer l'idée sur ces points-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus des solutions digitales, bien sûr, qui nous permettent aujourd'hui, dans des pays africains, de pouvoir collecter. Voilà. Et nous savons que certains pays en Afrique aujourd'hui ne collectent pas assez d'impôts ou de taxes, mais ils arrivent à trouver, ou ils essaient de trouver des solutions adéquates pour pouvoir faire grimper, bien sûr, le PIB de différents pays. Et nous savons que ces pays-là peuvent essayer de socialiser ou de pouvoir se poser en tant que pays qui essaie de crémenter, voilà, ces raisons, ces entrées économiques. Et nous avons ce problème-là parce que nous n'arrivons pas à gérer ou à faire face, bien sûr, à ces crises économiques-là. Nous avons l'Union européenne qui a mis en place un impact carbone qui permet de réduire sur certaines taxes, surtout sur l'impact carbone, des taxes pour différentes entreprises. Voilà, nous sommes un peu en train de perdre notre souveraineté fiscale et nous sommes en train de perdre à une vitesse effrayante. Oui, nous perdons bien sûr de l'entrée économique, nous perdons des bénéfices bien sûr qui seraient
profitable à l'Afrique. Et je pense que j'ai envie de renchérir sur ce point-là en disant que les pays qui collectent plus de taxes, hein, généralement, doivent pouvoir se fixer aussi sur les entreprises et permettre à la population de pouvoir un peu, respirer, on va dire, pour pouvoir faire face à certains impacts liés à des pandémies et aussi. Et il faut vraiment avoir des discussions, des rencontres importantes pour pouvoir identifier les problèmes et aussi permettre à ces pays-là de pouvoir faire face à ces différents points-là. Et pourquoi pas leur donner la possibilité de trouver bien sûr des aspects de solutions ou des points de solution pour pouvoir aider à trouver des tips de développement assez intéressants qui peuvent les aider à augmenter et à trouver un autre système d'imposition, bien sûr, qui permet donc à ces pays-là de pouvoir être plus confortables dans l'échange ou parler donc de challenges macroéconomiques. Si nous avons tous ces éléments-là et si nous portons ces éléments-là à la table de discussion, bien sûr, je pense que nous pourrons trouver des petites solutions. Alors, je pense qu'on va étendre la discussion pour le Togo. Merci, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Je pense que sur ce point, nous pouvons penser un peu pendant ce panel comment ça peut être plus accessible, bien sûr. Nous avons dans ce tips-là, généralement sur ce sujet, nous avons beaucoup de points sur lesquels nous devons discuter. Et aujourd'hui, parler donc de souveraineté économique en Afrique, c'est un gros challenge et c'est un gros problème aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce point-là? Vous savez, j'ai visité ces pays pendant 20 années et sur les objectifs de politique et tout. Et je pense que la victimisation n'est pas une solution. Les pays ont contracté des dettes, ils avaient des plans, ils ont tout planifié, ils ont expliqué ce qu'ils allaient faire avec l'argent. Et maintenant, quand c'est le moment de rembourser, ils disent quelque chose comme s'il y avait un complot en disant que c'est pas juste et autres. Donc les gens se focalisent sur les aspects négatifs, mais ils ne parlent pas en fait des points positifs qui ont été créés. Nous avons noté positivement la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays où il y a eu plusieurs maturités de dette et nous avons repoussé les paiements jusqu'à 2013. Donc en Côte d'Ivoire, sachez qu'il y a la connaissance institutionnelle et la préparation intérieure. Donc nous avons noté l'Angola positivement. C'était un pays qui a eu à faire plusieurs réformes. Nous avons changé la perspective sur l'Afrique du Sud de stable à négative l'année dernière. Nous avons amélioré la note du Bénin car c'était un premier pays, l'un des pays à développer des obligations durables, un cadre d'obligations durables et nous sommes véritablement prêts à gérer ces situations de sorte à augmenter la confiance qu'ils étaient en train de développer avec les créditeurs. Donc, lorsque nous... sachez que nous ne rabaissons pas la note d'un pays juste parce que nous le voulons. Il y a des justificatifs. Par exemple, en Tunisie, quand on prend la difficulté d'entrer en accord avec le secteur officiel, cela nous emmène à nous en préoccuper parce que la situation est difficile. L'Égypte, par contre, a un fossé de fonds externes de plus de 2 ans. S'ils ne font pas un plan de privatisation, alors l'accord ne sera pas propice et ils vont se retrouver dans une situation de défaut de paiement. Donc, lorsqu'on pose des actions, nous devons expliquer pourquoi, car il y a une raison, nous en parlons. Et l'idée
l'idée selon laquelle une personne va se lever pour demander à baisser la note des pays africains, c'est totalement faux, c'est pas possible. Donc il est important de reconnaître, et c'est là où je vais chuter, qu'il y a eu des périodes qui étaient favorables à l'emprunt externe et les pays ont emprunté et emprunté sans pour autant planifier l'avenir. Donc moi j'étais en Zambie en 2010-2011 et ils ont eu à émettre leur premier eurobond et c'était plus faible que l'Italie à cette époque. Et un jeune homme m'a demandé, on m'a dit que vous nous avez mal noté, vous nous avez noté B1 alors que nos taux sont plus inférieurs que l'Italie. Et je lui ai dit que emprunter c'est facile. Dans 10 ans, vous allez devoir rembourser. Et personne ne sait si le pays va développer le secteur qui va pouvoir générer suffisamment de fonds pour pouvoir rembourser. Et il y a eu des défauts de paiement pour plusieurs raisons, mais qu'est-ce qui a créé cette situation qui fait qu'elle est plus difficile qu'aujourd'hui? C'est simplement parce que le type de dette est différent, c'est moins officiel, c'est plus, ça vient plutôt du secteur privé. Vous avez les prêts chinois qui ont soutenu certains crédits et qui rend la restructuration de la dette beaucoup plus difficile. Et la Zambie, depuis ces 2 dernières années, voire 3, n'arrive pas à régler ses problèmes. Et il est donc très difficile pour un pays comme la Zambie qui ne peut pas sortir de cette zone de défaut de paiement en ce moment. Donc, je suis totalement contre sur le fait que la prime de risque a augmenté par la faute des agences de notation. Qu'en est-il? Quand on prend la Zambie, le Ghana et tous ces pays, est-ce qu'on pense que c'est du fait de l'agence de notation? Et moi, je pense que les gestionnaires de portefeuille à New York, maintenant qu'ils gagnent 5% de trésorerie, pensez-vous qu'il va commencer à comprendre que non, on ne peut pas m'augmenter parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent? Donc, cela ne fonctionne pas ainsi. Donc, ceux qui font les émissions en Afrique et à travers le monde vont devoir comprendre que le coût de l'argent est beaucoup plus cher parce que le risque pour les épargnants, c'est qu'elles ne doivent pas penser qu'elles sont là juste pour donner des fonds parce que c'est l'argent du contribuable. Donc, la pension d'un enseignant et autres, vous savez, les gens sont beaucoup focalisés sur le risque de crédit dans les institutions où ils ont déposé leur financement, leurs fonds. Donc, comme en Côte d'Ivoire, ces personnes acceptent les risques d'emprunt et cela est un des signaux de ce que je disais. Donc, dans la prochaine discussion, c'est vrai que nous avons pointé du doigt la situation, mais nous devons voir comment avancer et améliorer la situation. Donc, nous avons eu des propositions intéressantes sur le changement de la structure de financement afin de minimiser ce risque. Est-ce que vous pouvez nous en parler? OK. Et pour vous expliquer en fait la logique derrière tout cela, je vais vous présenter un exemple assez simple parce que ces échanges ont l'impression d'être difficiles et complexes. Donc si aujourd'hui les États-Unis décident de combler le déficit des déficits initiaux au niveau de la problématique avec le franc suisse, le ministère de la Justice va perdre son boulot demain. Donc si le gouvernement allemand décide de financer leur ambition, c'est clair que le ministre des Finances de l'Allemagne sera sur le carreau. Donc, ils savent qu'il y a des réserves financières importantes et la raison pour laquelle ces ministres seraient renvoyés le lendemain, c'est parce qu'ils allaient créer une structure de la dette qui n'est pas gérable, qui n'est pas prévisible et
qui n'est pas durable. Et bien sûr, dans le financement des pays les plus fragiles, vous choisissez soit le risque de la devise ou vous n'avez pas droit au prêt. Donc, l'augmentation du PIB de la Sierra Leone s'est fait grâce à un certain pourcentage de dette. Et pareil pour le Ghana. Lorsque le Malawi a décidé de dévaloriser, de faire de la dévaluation de 50%, la dette est passée à 50% encore plus élevée. Donc, comment pensez-vous que ils pourront y arriver si la dette n'est pas prévisible? Et tous ceux qui prêtent de l'argent à ces gouvernements doivent être capables de faire un suivi parce que il peut y avoir des suivis où dans le livre il y aura plus de 50 devises. Donc un seul emprunteur ne pourra pas le faire. Donc les filles ne doivent pas être trop longs avec les emprunteurs africains. Et deuxièmement, il faut faire en sorte de créer une stabilité économique parce qu'ils ont la connaissance et les outils et les moyens pour que leurs actionnaires puissent gérer cette situation. La proposition est donc simple. Donc, vous décaissez les dollars ou les euros, car ces pays ont besoin de ces monnaies. Ensuite, vous les mettez à des taux d'intérêt sur la base des monnaies locales et vous concentrez tous les risques dans les livres aux États-Unis ou à Abidjan avec les différentes banques parce que c'est ce qu'il faut faire pour que ces institutions puissent protéger l'emprunteur de ces risques plutôt que de les laisser dans des situations qui ne seront pas gérables. Vous savez, je suis venu ici avec pour objectif de défendre le gouvernement en fonction de certaines décisions. Et aussi, ce que je pense en tant que conseiller, c'est qu'il faut que je dise aux clients ce qui ne fait pas bien. Et toutes ces questions, nous pouvons discuter pendant des années, mais ce que nous constatons en Afrique, c'est que lorsqu'il y a un choc externe, le problème du risque est là et le paiement de la dette devient un problème. Donc je pense qu'il devrait avoir un point important de focalisation pour parler de ces problèmes en Afrique, notamment la corruption. Et pourquoi nous en parlons? Nous avons parlé de la collecte des taxes, des impôts. Donc il faudrait donc optimiser les impôts que nous collectons, que ce soit au niveau de la douane. Nous savons tous que c'est là où la plupart des impôts sont collectés. Si vous savez, en dehors de cela, si vous regardez les pays importateurs de voitures, si par exemple je dois importer un véhicule qui coûte 10 000 et les impôts coûtent 2 000, le douanier peut me dire paye 1000 dollars au lieu de 2 000 et les autres 1000 et ce montant rentre dans sa poche. Donc, on se retrouve en fait dans une sorte de réduction de taxes, mais tout en faisant la promotion de la corruption quelque part. Donc, c'est un exercice un peu difficile, car je sais que les institutions de financement, d'investissement étrangers, les IDE, enfin, travaillent dans ce sens. Donc, pour vous, la meilleure manière de faire face à cette problématique, c'est de vous regarder dans le miroir et de vous dire qu'est-ce que je ne fais pas bien. Et moi, ce que j'ai vu comme problématique, c'est la collecte des impôts et la corruption qui y sévit.
Alors, je pense, j'aime le dollar, je veux utiliser le dollar, mais je ne peux pas parler de taxes. En réalité, en fait, on a deux structures. Alors, aujourd'hui, vous voulez que, il y a deux structures que vous voulez principalement qui s'engagent, bien sûr, dans ce domaine-là. Oui, en fait, je crois que ce qui est fondamental ici, dans le développement de différents pays, ici en Afrique aujourd'hui, c'est aussi le développement démographique et aussi parler de certains pays parlent aussi d'implémentation nationale, hein, bien sûr, mais enfin pour revenir à la question de ce défi principal, pour moi, c'est vraiment comment aider les différents gouvernements à se retrouver et on va dire, implémentation locale, bien sûr. Et ce qui est aussi important et ce problème que nous devons régler, bien sûr, c'est de pouvoir penser aussi au marché national. Alors, nous, nous, nous pensons à ce qui est mieux, à ce qui est bien de faire pour pouvoir gérer, bien sûr, ce point-là et développer, bien sûr, les différents capitaux nationaux ou sous-développés. Et comment faire, bien sûr, pour pouvoir gérer en Afrique subsaharienne, en fait, c'est un exemple, hein, comment faire pour pouvoir gérer, en fait, ces problèmes de financement économique ici. Et ce sont des points qui nous ont minés pendant des années. Et je pense qu'aujourd'hui, 15%, 50% des effets, enfin, de l'économie domestique a besoin nous apporter pendant ces ces 10 dernières années. Et c'est vraiment une solution vraiment fondamentale pour le développement de certains pays. Et nous devons aider ces pays-là à pouvoir trouver des fonds pour faire avancer, on va dire, tout leur implémentation ou leur économie. Et ce qui est paradoxal, c'est que je pense qu'il y a des problèmes et il y a des approches qui sont problématiques dans ces points-là. Quand vous donnez par exemple des licences à des gouvernements et par rapport à l'instabilité macroéconomique, nous nous retrouvons avec des situations dans lesquelles nous ne parlons pas de croissance économique. Et si nous voulons nous focaliser sur ces points-là, nous ne serons pas à mesure de pouvoir gérer l'accroissement macroéconomique. Alors, je pense que ce dont nous parlons actuellement n'est pas encore effectivement réalisé. Voilà. Et ce qui est important pour les gouvernements, c'est de pouvoir, voilà, investir, hein, bien sûr. Je prends l'exemple de la dette, bien sûr, ou des emprunts de ces pays-là il y a 10 ans. Alors, nous avons beaucoup de difficultés bureaucratiques. Ce qui est bien, ou ce qui a été fait dans d'autres pays, c'est de pouvoir bon, je prends un exemple par rapport à ma vision. Je pense qu'il y a eu une implémentation globale de financement depuis 2017, bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes capables de pouvoir commercialiser avec d'autres pays, bon, les pays comme la Sierra Leone, par exemple, aujourd'hui peuvent utiliser, bien sûr, ces fonds-là et pouvoir diversifier, même bien sûr, sur certains marchés. Et ce qui est positif comme retour positif sur cette vision-là, c'est qu'ils utilisent en fait ces défis-là pour pouvoir contrer les difficultés qu'ils rencontrent, bien sûr. Ce que nous devons arrêter, nous devons arrêter de penser que l'investissement est le problème. Mais réellement, nous avons des modèles de business qui peuvent résoudre ces problèmes-là, ces effets-là de manière globale. Mais ce sont des business models que nous pensons rénover, voilà. Et nous devons revoir. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Allez-y, vous avez la parole.
Alors, c'est pas strictement sur ce point-là que je pense que nous devons réagir. Quand Aurélien nous a donné les exemples de positivité tout à l'heure, la différence a été que, voilà, ces différentes pressions d'inflation se sont accentuées. Et nous avons vu que ces accentuations-là, principalement en Afrique, ont été spéculatifs, bien sûr. Et ce n'est pas parce que ces pays-là promettent de pouvoir grandir ou avoir des pourcentages un peu plus élevés, bien sûr. Mais c'est vraiment pour implémenter certains points. Et quand vous voyez que, quand on regarde sur le continent aujourd'hui, nous voyons que il y a des gestions un peu lamentables, bien sûr, mais quand nous voyons que la pandémie, quand nous avons vu que la pandémie a avancé, par exemple, je pense qu'on a pu quand même gérer, bien sûr, l'implémentation de ces dettes. Il y avait des pays qui étaient dans une situation vraiment exécrable, bien sûr, qui étaient en dessous de 30% de leur PIB, mais ils n'ont pas pu effacer, on va dire, ces dettes-là. C'est ce que aujourd'hui l'Afrique rencontre comme difficulté principale. Et ce que nous devons nous promettre, c'est de pouvoir gérer. Et sans doute, bien sûr, aller directement et protéger nos clients, nos consommateurs, et aussi essayer de trouver et résoudre le problème d'équité. Voilà, nous connaissons aujourd'hui, le risque est énorme, bien sûr, mais ce risque-là est réel. Il n'a pas été fabriqué. C'est un réel sujet. Et il faut qu'on soit honnête, On arrête de penser à performer. Nous devons penser et mettre le doigt sur ce problème-là principalement. Parce que la raison majeure de ces problèmes, c'est les chocs économique, en fait, c'est l'accès à l'équité économique, parce que nous avons eu la pandémie, nous avons eu la guerre en Ukraine, nous avons eu beaucoup plus d'autres crises, bien sûr, nous avons eu des effets personnels sur nos personnes. Ce n'est pas à cause de notre gestion d'entreprise. Il faut que nous soyons aujourd'hui raisonnables et penser vraiment. C'est pas le ressentiment sur le plus que nous avons. C'est pas sur notre travail. Le problème, c'est que c'est l'implémentation du sujet des dettes et que l'Afrique ne peut pas suivre aujourd'hui. Alors, ce que nous devons penser, qu'est-ce qui a été mauvais pour ces pays ces dernières années? Comment les aider à pouvoir gérer donc ces petits troubles que nous avons au niveau économique? Est-ce que c'est possible? Alors non, c'est pas possible parce que ça a été vraiment complexe, parce que c'est vraiment simple à expliquer. Ça a été un système de crise continue et nous avons pu avoir des nouvelles données, par exemple. Alors, le truc, c'est quoi? Il faut penser rénover. Il faut penser innover parce que ces problèmes-là sont liés aussi à tout ce qui est géopolitique et crise géopolitique, bien sûr. Et ça n'a pas été créé par l'Afrique, bien sûr. Mustapha, vous avez le dernier mot pour qu'on puisse passer le micro à d'autres peuples. Alors, quand nous avons eu la pandémie, quand nous avons Covid. Alors, bien sûr, après Covid, nous sommes dit, dans les pays Afrique de l'Ouest, nous sommes dit, voilà, comment nous allons mettre l'empreinte sur nos crises. Aujourd'hui, en Afrique, nous n'avons pas une vision, on va dire, économique après les crises. Nous avons un essor d'infrastructures, nous n'avons pas un plan, on va dire, stratégique qui nous permet de pouvoir créer de la richesse ou créer de l'augmentation de l'économie. Mais ce qui est aujourd'hui notre problème, c'est que nous avons nos problèmes, mais nous allons essayer de trouver nos solutions pour pouvoir créer de la richesse, créer de l'économie et faire donc accroître nos revenus. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous parlons bien sûr d'économie, de richesse ou de trucs d'aide, mais nous attendons à ce que ça vienne de l'extérieur. Non, mais aujourd'hui, nous devons penser local. Nous devons penser à ce que nous pouvons trouver comme solution nous-mêmes à nos problèmes directement. Nous ne devons pas penser focus Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas trouver des solutions tout de suite
suite directe à ces grands problèmes que nous rencontrons. Mais nous savons que, bien sûr, les politiques, il y a 4 ans, souvent ces problèmes-là ne pouvaient pas trouver des solutions. Mais ils cherchaient en fait de trouver des solutions locales. Aujourd'hui, nous avons eu l'exemple du Nigeria, nous avons eu des exemples sur différents pays. Et parce que nous savons qu'aujourd'hui, le problème, il est global. Il n'est pas seulement continental, il n'est pas seulement référé à l'Afrique, c'est un problème global. Et donc, il faut penser à des solutions générales. Il faut aussi penser à ce que les agences d'exportation aussi trouvent des solutions pour pouvoir faire face, bien sûr, à l'avenir ou à les années qui viendront devant. Ça nous permettra de réduire, bien sûr, la pression et ça nous permettra aussi de pouvoir gérer, on va dire, les taux d'inflation par rapport aux dettes que nous sommes. Parce que nous avons eu 10 années d'expérience pour pouvoir mettre en place des solutions en une année. Comment nous avons pu régler et faire face à ces problèmes sanitaires? Bien sûr, ce sont vraiment, nous avons besoin de voir au-delà de notre nez et aller de plus. Alors, je reprends la parole et je vous passe le micro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, bien sûr? Nous pouvons-nous avoir le micro dans la salle? Voilà, je crois qu'il y a une question. Je vous apporte le mien. Bonsoir à tout le monde. Je suis Pulsar Fernand de Africa Report. J'ai 2 questions. La première, c'est pour Aurélien. C'est par rapport au refinancement des fonds souverains. Alors, nous avons parlé tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure de pouvoir penser aux marchés capitaux. Alors, en termes de financement de ces marchés capitaux-là, est-ce que nous devons penser à des capitaux en termes de des aspects de souveraineté, ou bien il y a la possibilité de pouvoir renouveler l'énergie ou de penser à des financements de renouvellement ou de recyclage d'énergie? Est-ce que où vous localisez donc le rôle, bien sûr, de ces différentes politiques-là, et comment gérer alors le choc économique dans le contexte domestique, bien sûr, et comment pouvons-nous voilà, surenchérir sur ce point-là? Alors, donc, si j'ai bien compris la question, c'est que vous voulez parler du point relevant financier par rapport aux différents aspects des 2 aspects collatéraux qui font face par rapport à la crise, n'est-ce pas? C'est ça? D'accord, parfait. Merci pour la question. Je pense que pour le premier aspect, nous avons quelques exemples, 3 ou 4 exemples de ces pays-là qui ont pu donc gérer et recréer de la richesse par rapport à ces problèmes-là. Alors, nous avons eu nous avons vu que le gouvernement, dans le gouvernement chinois, a pu implémenter et changer, bien sûr, des transactions pour expérimenter, voilà, 60%, voilà, des entrées du gouvernement. Et il y a eu donc des aspects qui ont été confisqués et qui ont donc fait ressentir des déficits sur l'exploitation du cuivre, et donc on peut remonter donc des fluctuations sur les taxes par rapport à l'exportation de cette matière-là. Et nous avons aussi pu voir qu'ils ont essayé de structurer, voilà, des aspects généraux sur ces points importants-là. Et ça a été vraiment très difficile pour eux par rapport aussi à leur économie de souveraineté, parce qu'ils ont essayé de revoir à leur niveau. Maintenant, pour votre deuxième question, par rapport au marché capitaux et les conditions. Alors, je pense que dans l'une des slides que j'ai présentées dans la présentation, j'ai parlé donc au fait de la souveraineté, bien sûr, des revenus. J'ai dit que l'accès au marché des capitaux internationaux était vraiment devenu très limité, parce que nous avons des pays qui ont des échanges et qui sont en difficulté d'échange des bonds qui arrivent vraiment à échéance très vite. Donc ça, je pense que c'est ce problème-là qu'il faudra régler. Est-ce que la réponse vous convient? Est-ce qu'il y a une autre question? Je crois qu'il y a une autre question aussi pour vous. Alors, ce qui est important, c'est vraiment très important d'essayer
voilà, de notre côté, de trouver, par exemple, bon, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, pour vous donner un exemple. Hein. La Côte d'Ivoire a pu réduire, voilà, considérablement son pourcentage de taxes collectées par l'année, et sur toutes les taxes sur les produits, voilà, qui ont été clairement utilisés pour supporter, pour soutenir donc les prix sur les différents taxes des entreprises là. Et c'est pas tous les pays qui ont cette flexibilité là au niveau de la taxation. Donc c'est un exemple à retenir. Je pense que je vais ajouter quelque chose sur les politiques hein, de taxation, bien sûr. Alors, vous savez, en 2020, nous avons estimé pour tous les pays à peu près de l'Afrique de l'Ouest que les taxations là, tournaient autour de 90%, c'est ça? À peu près. Et il tournait à peu près 60% du PIB de ces pays-là. Et nous avons vu que ce PIB-là a été considérablement boosté sur certains pays. Et donc, nous avons aussi pu généralement vu une certaine croissance, hein, bien sûr, de ces pays-là qui ont fait un effort de réduire, bien sûr, et limiter les taxations au niveau de leur marché, de leurs échanges économiques, voilà. Et pour pouvoir faire aussi donner la possibilité à des entrants, bien sûr, financiers de pouvoir booster hein, leur économie. Et je pense que c'est très important d'avoir un impact sur le PIB de certains pays. C'est aussi une espèce de solution, on va dire des points sur lesquels nous pouvons donc apporter ou trouver des petites réponses pour régler voilà ces différentes limites là. Et chaque pays devrait avoir une politique bien précise. Alors je crois qu'il y a une autre question, monsieur sur ma droite. Alors merci beaucoup. Je m'appelle James Morea. Je viens du Kenya. Alors, quand nous parlons donc de marché public et de capitaux, quelles sont les solutions que vous pouvez suggérer? Et par exemple, quand nous prenons l'exemple du Kenya, nous avons des crises de taxes et nous sommes en une phase de crise croissante. Alors, comment nous pouvons régler donc ce problème de collecte de taxes sur les populations et comment est-ce que nous pouvons réduire l'impact important des taxes sur le PIB et ne pas pouvoir faire implémenter ou accroître donc les taxations sur les infrastructures ou sur les entreprises qui veulent bien investir. Aujourd'hui, comment pensez-vous revoir et donner plus d'impact, on va dire, sur l'aspect physique ou économique, voilà, de l'employabilité? Alors, ce que je veux être plus précis sur ce point-là, c'est l'économie. L'implémentation ou l'accroissement de cette économie-là, est-ce qu'elle est dépendante de la réduction des taxes dans ce pays? Est-ce que nous parlons d'économie, d'accroissement d'économie dans chaque pays, ou bien nous devons parler d'investissement dans les différents pays? Est-ce que l'investissement a une place de choix, bien sûr, dans nos politiques économiques, ou bien est-ce que ce sont les communautés ou les investisseurs qui ont la possibilité ou le pouvoir, ou bien on va dire cet engagement-là de résoudre donc ces crises, par exemple? Est-ce que ceux-là sont ceux qui doivent porter, bien sûr, l'évolution économique, ou bien est-ce qu'ils doivent aider à apporter plus de choix ou plus de réponses à ces domaines-là? Merci beaucoup pour ma réponse. Vous pouvez ovationner, allez-y. Questions on Kenya, but so
Donc, dans un premier temps, je pense que ce point que j'ai abordé sur le dilemme que nous rencontrons, c'est qu'en 2016, c'était vraiment la belle époque où l'économie avait une croissance, il n'y avait aucun problème de dette, mais sachez qu'il y avait une résistance au niveau du Parlement sur l'augmentation des revenus, même quand le revenu du pays augmentait. Donc, il y a eu plein de résistances. Et les différents ministres aussi ont la pression pour investir dans l'infrastructure. Et sur les réseaux sociaux, un peu partout, il y avait des plaintes sur le niveau élevé de la dette du pays. Donc j'ai été vraiment fasciné par le manque de reconnaissance de nos propres agences en tant que gouvernement d'Afrique. Et on se demande en fait comment est-ce que la survie va se faire si personne ne veut payer d'impôts, si personne ne veut qu'on réduise les dépenses. Donc comment est-ce que nos pays gèrent ces trois problématiques? Donc il faut avoir des personnes responsables qui travaillent sur ces thématiques pour résoudre ces trois problématiques que j'ai évoquées. Donc, il est important de savoir que la dette a augmenté du fait des troubles exogènes auxquels le pays est confronté. Mais sachez que le pays a choisi de travailler de sorte à ce que la dette soit stabilisée. Et je pense que cet effort a été effectué, bien qu'il faille faire encore plus. Donc le défi est encore plus au niveau de la liquidité que au niveau de la souveraineté au Kenya. Donc nous pensons que nous pourrons à l'avenir faire avancer les choses. Et dans ce contexte, j'ai voyagé avec le FMI au Kenya pour la première fois en 95 et j'étais tellement impressionné par rapport à ce que je voyais dans mon pays sur la manière dont la collecte des impôts se faisait par région. Donc l'économie kenyane est plus résiliente, plus solide, plus sophistiquée et le ratio taxe impôt vers PIB a radicalement chuté. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si le Kenya veut rendre durable son niveau de dépenses et tout, il va falloir mobiliser davantage d'impôts parce que on ne peut pas juste emprunter. Donc, tout ceci, sachez que nous faisons en sorte de pouvoir offrir suffisamment de financement tout en donnant suffisamment de temps au gouvernement pour pouvoir faire face à leurs problématiques actuelles. Vous avez parlé du besoin de plus de liquidité. C'est ce que le FMI et la Banque mondiale offrent en ce moment. Écoutez, ce qu'il fait comprendre aussi, c'est lorsque vous parlez d'augmentation des impôts et tout, et quand vous regardez certaines réalités au niveau de la création d'emplois, il y a tout de même une réduction. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de capitaux qu'avant. Ben bon, je suis pas très sûr de cette étude, mais une question beaucoup plus large, c'est la proportion de l'emploi. Donc, sachez que je ne sais pas si la situation est identique à ce que nous avions au préalable. Donc, il est important de savoir que nous devons mieux avancer la situation parce que la structure économique a changé. Donc, pour revenir à l'argument qui a été dit par Carlos,
C'est peut-être que nous n'avons pas suffisamment d'informations sur la structure de l'économie, mais je pense que la direction est beaucoup plus claire. Et le dernier point, c'est que pendant plusieurs années, nous avons abordé cette question d'exemption d'impôts et rien révèle que les choses ne sont pas parfaites. Donc, je voudrais juste vous signaler qu'il ne faut pas oublier l'évolution kenyane. Donc, le débat n'a pas favorisé la collecte des impôts, car il y a eu des impératifs politiques que je comprends, mais qui ont créé un mouvement problématique et qui ont empêché la collecte des impôts. Avez-vous d'autres questions dans l'Assemblée, s'il vous plaît? 1, 2, 3, non? Vous n'aurez pas à payer en dollars ni en bitcoin. Donc ce serait pas mal si vous l'aviez en bitcoin. C'est juste une petite blague. Merci, ovation pour tous. Merci d'avoir posé autant de questions pertinentes et au prochain panel.